Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Donc, comme vous le savez, ces rencontres de l'écologie politique n'ont pas pu se passer malheureusement avec du public, mais j'espère que vous êtes présents derrière votre ordinateur, même si évidemment pour nous ce n'est pas la même chose. C'est le cas aussi d'ailleurs pour une des intervenantes. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la révolution écoféministe. Alors il faut voir ce titre-là peut-être plus comme une hypothèse, en tout cas avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une révolution écoféministe en cours? De quel ordre est-elle? Est-ce qu'elle propose une autre vision du monde spirituel, matérialiste? Voilà, il y a des tas de courants en fait au sein de l'écoféminisme qui apportent leur contribution de manière différente. Et alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est vraiment l'écoféminisme, donc comme je le disais, il y a une pluralité d'écoféminismes, mais en tout cas, les écoféministes, on peut dire, se mettent d'accord sur une chose, c'est que les dominations exercées à l'égard des femmes ont un lien de causalité, d'analogie avec les dominations exercées à l'égard de la nature et évidemment inversement. En tout cas, elles explorent ce lien-là. Donc c'est une forme évidemment d'intersectionnalité qui peut d'ailleurs s'élargir à la question uniquement des femmes et de la nature, mais qui peut s'élargir par exemple à celle des animaux ou à des tas d'autres choses. Voilà. Donc j'ai la chance pour cet échange, en fait, ce sera plus un échange qu'un débat, d'accueillir ici Isabelle Stengers. Merci d'être venue, donc malgré la situation. Isabelle Stengers et Jules Falquet. Jules Falquet, toi tu es sociologue, merci beaucoup d'être là en Zoom. Donc, tu es sociologue française, donc en Belgique on te connaît peut-être un peu mieux. Tu as travaillé sur les questions de développement et alors tu as beaucoup surtout étudié en fait les luttes féministes en Amérique latine. Je pense que tu pourras nous en parler. D'après ce que je sais, donc ces luttes féministes en fait ont tout à voir avec l'écoféminisme, mais ne se disent pas forcément écoféministes, et ce n'est pas un hasard. C'est un peu le courant quelque part de l'écoféminisme décolonial qu'on va probablement explorer avec toi. Voilà, et donc Isabelle Stengers, toi tu es connue et reconnue, mais tu es donc une philosophe des sciences. Tu es à la fois licenciée en chimie, mais après tu t'es orientée plutôt dans la philosophie. Donc tu as beaucoup écrit en tant que philosophe des sciences, mais pas que. Aussi, voilà, tu as des amitiés en fait avec des écoféministes. Évidemment, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es là avec Starhawk. Je pense que tu vas peut-être nous raconter un petit peu comment en fait Starhawk est venu à toi. Et avec Donna Haraway, donc on pourra peut-être en parler aussi, mais qui est moins considérée comme une écoféministe, mais qui peut avoir des accointances. Voilà, merci beaucoup d'être là. Donc, comme je disais, ce sera pas l'idée ici, c'est pas de faire un débat académique, entre autres parce qu'en fait, je pense que les écoféministes amènent aussi à se re-questionner sur la manière dont, par exemple, on peut aborder les questions parfois de manière extrêmement rationnelle, alors qu'il y a des tas d'autres manières de le faire, entre autres, par exemple, au travers du vécu. Donc, je vais faire aussi appel à votre vécu. Et donc je vais entamer cet échange par une première question que je vais te poser à toi, à Jules, et puis ensuite à toi, Isabelle. Donc qu'est-ce qui vous a amené ou attiré dans votre vie à aller à la rencontre de certaines écoféministes, et du coup desquelles en fait? Voilà, je te donne la parole. Alors déjà, dire que je suis très très heureuse d'être avec vous, les personnes qui sont devant leurs écrans, et avec vous qui êtes devant le mien et qui avez organisé ces rencontres. Et très rapidement, peut-être ce qui m'a amenée à aller vers l'écoféminisme en général et des écoféministes en particulier, c'est premièrement le fait d'être féministe moi-même et écologiste. Et ça, quand même, depuis, je pense, l'enfance, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en tout cas, je veux rendre hommage aux gens qui venaient dans les CES faire de la sensibilisation contre la pollution, au plastique, pour protéger la forêt, etc. Parce que je pense que dès ce moment-là, ça m'a paru important. Voilà. Et puis peut-être plus récemment, c'est sûr que j'avais une sensibilité écologiste importante, mais que dans l'écologie générale, je retrouvais très peu les préoccupations féministes qui m'animaient. C'est vrai qu'un ouvrage très important pour moi,
c'est pas la première chose que j'ai vue, mais je pense que quand même fondateur, c'est le livre de Vandana Shiva et Maria Mies qui s'appelle Écoféminisme et qui a été traduit par une féministe antimilitariste en 99, Edith Rubinstein, membre des Femmes en Noir, donc belge à ma connaissance, à qui je veux rendre hommage aussi. Et vraiment, cet ouvrage de Shiva et Mies m'a semblé extrêmement clarifiant sur beaucoup de points. Et pour continuer et finir peut-être de répondre à la question sans prendre trop de temps pour cette question initiale, c'est vrai que j'ai beaucoup habité et travaillé dans différents pays d'Amérique latine et des Caraïbes, donc tout particulièrement au Mexique, en Amérique centrale, au Salvador, et puis un petit peu aussi au Brésil, un petit peu en Colombie, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec et à propos de différents mouvements paysans, indiens ou autochtones, comme on veut les appeler, parfois aussi noirs, afrodescendants, et donc féministes et de femmes et de lesbiennes. Et la question environnementale, notamment autour de la question des ressources, de l'eau, des ressources minières, de la biodiversité, et tout de suite, on va dire quasiment immédiatement présente dans toutes ces luttes, et tout particulièrement les luttes paysannes et autochtones, donc autour de la question de la terre. Et la terre, c'est l'ensemble des questions environnementales, et c'est aussi tout simplement la question des moyens de production et de l'autonomie, la possibilité ou l'impossibilité d'une autonomie de vie, tout simplement. Et puis aussi, bien évidemment, le territoire pour toute une partie ou la plus grande partie des populations autochtones, le territoire et la terre, c'est aussi quelque chose qui a des connotations spirituelles. Voilà, je sais que la question de la spiritualité va sortir, donc je lui donne une petite ouverture. Mais voilà, c'est un écoféminisme très pratique et très concret et vraiment de lutte et de résistance à la colonisation, à la recolonisation, à la surcolonisation. J'y reviendrai tout à l'heure, je pense. Merci beaucoup. Isabelle En fait, ce qui m'a introduit à ce qui s'appelle désormais, comme c'est redevenu disciple, on parle d'écoféminisme, mais ce qui m'a introduit à ça, ça a été la lecture de quelqu'un qui ne s'est jamais nommé écoféminisme, mais qui a été de toutes les manifestations et pratiques activistes qui illustrent ce qu'a été l'écoféminisme dans les années 80 et depuis, qui est la sorcière néo-païenne Starhawk. Hein. Et elle, je l'ai rencontrée, en fait, je l'ai rencontrée par lecture d'abord et par hasard. J'étais aux États-Unis, c'était vers 1998, quelque chose comme ça, et une amie m'a dit ça, tu devrais lire, ça devrait t'intéresser. Et c'était Dreaming the Dark, donc Rêver l'obscur. Et j'avais un peu peur que ce soit New Age. Et donc, j'ai accepté parce que je faisais confiance à cette fille, mais bien déterminée à fermer le livre dès que ça sentait vraiment trop le New Age. Et puis, je suis arrivée à la fin et j'étais transformée. J'étais transformée par la découverte justement de ce que Starhawk appelle spiritualité et politique. Ce lien entre spiritualité et politique qui est donc un lien pratique avant tout. Et on y reviendra, mais je voudrais souligner que quand je me suis rendu compte, notamment grâce à Bénédicte Zitouni, qui a trouvé les archives Starhawk à Berkeley, et dans une liasse qui s'appelait écoféminisme. Et ça a fait tilt. Donc, elle était classée là-dedans. Mais c'est avant tout un activisme. Et un activisme pour la paix et pour la vie. Il faut se situer dans les années 80, c'est ça l'origine. Et dans les années 80, c'est la reprise avec Reagan et Thatcher de la guerre froide. Et on sent les missiles qui peuvent, les missiles se réarment, etc. On est de nouveau au bord de l'éradication de la vie sur Terre. Et ce sont des femmes qui n'étaient pas forcément féministes,
qui ont lancé ces manifestations. C'était beaucoup de femmes quelconques, pas des académiques. Les académiques et elles l'ont fait au fond parce que quand elles essayaient de lire et de s'informer, et qu'elles lisaient des textes plus ou moins académiques ou informés, elles désespéraient encore plus. Elles pouvaient tout comprendre, mais c'était foutu. Elles en faisaient des cauchemars. Le savoir ne les aidait pas. Et donc, ce qui s'est passé aux États-Unis et en Angleterre, et à l'époque, moi, j'avais entendu parler des femmes de Greenham Commons, qui ont pendant des années, quasi toute la décennie, fait le siège de ce lieu de stockage des missiles nucléaires prêts à partir vers l'Union soviétique. Mais à l'époque, je me sentais intéressée, mais impuissante face... Oui, quand il y avait des manifestations pour la paix, c'était avant tout des Flamands, qui étaient un peu plus... activés par ça. Mais en francophonie et en France, c'était le silence radio total. Donc, écoféministes, on n'entendait même pas parler de ça. Et donc, je me sentais un peu isolée. Et puis cette phase activiste, à la fin des années 80, quand les choses se sont calmées, quand on a commencé à parler de désarmement, etc., plus personne ne parlait de ces femmes. Elle rentrait dans l'oubli, dans l'anonymat, et ceux qui se sont mis à parler, c'est les académiques. Et ça, on va y revenir, mais justement, c'est là que, alors que le mot n'avait pas été véritablement le mot qui les réunissait, elles étaient réunies par la paix, pour la vie, pour leurs enfants, pour la vie sur Terre, pour la défense de la Terre, etc., tout à coup, le mot les a catégorisés et le mot est devenu un vecteur de controverses terribles entre académiques. Donc, je dirais que quand j'ai redécouvert ce mot, après avoir lu Starhawk et après avoir raccordé Starhawk à toute cette histoire des années 80, j'ai été regarder sur Wikipédia écoféministe, c'était avant que ça revienne. Eh bien, ce n'était qu'une critique en français. La seule qui échappait à la critique, c'était Vandana Shiva à l'époque. Parce que tout de même, une activiste, d'abord elle était encore activiste, et une activiste du tiers-monde, ça se respecte. On ne va pas lui dire, espèce de spiritualiste, qu'est-ce que tu viens, est-ce que as-tu oublié les Lumières, etc. Donc, on avait encore un peu de, comment dirais-je, de politesse envers Vandana Shiva. Mais le reste, c'était un simple écho des controverses. Donc, je dirais l'écoféminisme est né comme mot, après, comme mot chargé, après que ce qui était le sens même de ce mouvement, qui était activiste, est disparu. Et pas disparu par querelle interne, etc., est disparu parce que ce qui les avait réunis, la menace sur la vie sur Terre, la menace du nucléaire en général, c'était, comment dirais-je, c'était calmé. Ok, merci. Jules, je vais juste en profiter pour rebondir sur ce que Isabelle Stengers a dit, puis je te redonne la parole. Donc Isabelle, tu disais que ça t'avait transformé, donc de lire Starhawk, le fait en tout cas que Starhawk puisse faire ce lien entre politique et spiritualité. Et donc en fait, est-ce que toi ça a changé? Donc forcément, j'imagine, si tu dis que ça t'a transformé, ça a changé ton regard sur les choses. Et concrètement, qu'est-ce que ça t'a fait faire que tu n'aurais pas fait, ou fait dire, ou fait écrire peut-être? Ce que tu n'aurais pas fait. Ça m'a donné une liberté dont j'essaye de faire usage depuis. En tant que philosophe, c'est important de récupérer, et on viendra par rapport à la Révolution à ce thème de reclaim qui était proprement porté par ce qu'on appelle maintenant écoféminisme. Ça m'a permis de récupérer au sens, comment dirais-je, plus que vécu, vital du terme, parce que entre vécu et vital, il y a quelque chose.
de récupérer autrement des tristesses que m'inspirait la vie académique notamment, mais aussi la vie militante de l'époque, etc. Je dirais que, comment dirais-je, au fond, pour moi, c'est venu un peu, c'est venu réactiver quelque chose que j'avais déjà pensé avec Félix Guattari dans les trois écologies. Dans les trois écologies, Félix Guattari qui essayait de comment dirais-je, de contaminer les écolos français, plaidait pour qu'on considère qu'il y avait trois écologies distinctes et inséparables qui fabriquaient la catastrophe de notre époque. L'écologie environnementale, on peut dire, mais aussi l'écologie mentale subjective et l'écologie collective, des mouvements collectifs. Et c'est venu vraiment, comment dirais-je, charger cette thèse de Guattari au sens où Starhawk notamment parlait des enclosures, donc des mises sous clôture qui ont chassé les paysans, qui ont approprié les terres et qui se sont après étendues partout dans le monde à mesure que la colonisation détruisait les cultures. Ça a été une manière de détruire les cultures, mais ces sorcières néo-païennes, et païen ça veut dire avant tout paysan, ces sorcières disaient ça a été vraiment, comment dirais-je, la destruction d'une ancienne culture rurale qui coexistait mais qui avait résisté comment dirais-je, à la christianisation et tout ça. Et ça a été vraiment comment dirais-je, un écocide au sens de Guattari, c'est-à-dire au sens triple. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses que de penser que notre situation pouvait être pas simplement pensée comme le fruit des erreurs et des crimes associés au progrès, mais aussi traduire que nous étions issus d'un désastre passé. Et ça, c'est un des grands thèmes de Starhawk. Elle dit, attention, reclaim, on va y revenir, reclaim, ça veut dire guérir. Ça veut dire qu'au départ, nous sommes tous malades. Enfin, tous, nous qui vivons en Occident. Nous sommes tous malades, nous sommes tous issus d'un milieu profondément malsain. Et il s'agit, pour pouvoir lutter, de guérir, c'est-à-dire de se réapproprier de ce dont nous avons été séparés. Ok, merci beaucoup. Jules, je vais te poser deux questions du coup. À la fois, est-ce que toi, tu te sens écoféministe ? Est-ce que le fait de te sentir écoféministe a transformé quelque chose en toi aussi, dans ton regard ? Est-ce que ça permet... Qu'est-ce que ça permet, en fait, pour toi, d'être écoféministe ? De voir, de sentir, voilà. Et est-ce qu'en Amérique du Sud, on a des analyses un peu similaires à celles dont Isabelle Stengers vient de parler ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été perdu ? Enfin, voilà, à quoi elles lient, elles, leur situation, ces femmes en lutte en Amérique latine ? Alors, d'une certaine manière, disons, moi je me revendique plus féministe en général que écoféministe, parce que pour moi, le féminisme bien compris, il inclut une dimension antiraciste, anti-islamophobe, coloniale, il inclut une dimension anticapitaliste, et du coup il inclut, tout ça, c'est la même façon de dire, il inclut une réflexion écologiste en quelque sorte. Donc voilà, en général, je ne mets pas en avant particulièrement la dimension écoféministe, mais enfin voilà, mais je me considère bien évidemment écoféministe dans la mesure où il me semble, disons au cœur de ma réflexion, il y a quand même une critique de ce que c'est que la naturalisation des oppressions. Et si je parle de naturalisation des oppressions, c'est bien aussi parce que la nature dans
un ensemble de cultures occidentales modernes et contemporaines et considérées comme main dehors, comme quelque chose qu'on peut exploiter, qu'il faut maîtriser, contrôler, enfin tout ce que dit l'écoféminisme et tout ce que disent notamment par exemple Vandana Shiva et Mariamis. Mariamis aussi, pour moi c'est intéressant, leur livre, c'est un côté entre une femme du Nord et une femme du Sud, qui tout en ayant conscience de leurs immenses différences, réfléchissent ensemble. Et ce sont aussi deux formes de féminisme très ancrées dans des réalités très différentes. Mariamis aussi contribue de manière, à mon avis, très intéressante à l'ouvrage. Et de manière, à partir d'un féminisme matérialiste, pour ne pas dire marxiste, avec une analyse vraiment de la colonisation, une critique de la perspective, des perspectives occidentales des Lumières. En quelque sorte, elle est mise et très précurseuse aussi, critique d'une certaine idée moderne, une philosophie des Lumières, etc. Donc masculine, occidentale, bourgeoise aussi. Et pour moi, je pense que c'est très important d'avoir vécu, et depuis assez jeune, d'une certaine façon, notamment au Mexique, donc au Chiapas, ou de nouveau, je répète, au Salvador, parce que d'une certaine façon, ici, je trouvais pas, j'étais, et je continue à avoir du mal à m'adapter, entre guillemets, aux militantes et même aux gens, et vraiment, ce que j'ai appris et vécu, notamment en étant au Mexique, c'est que en fait, la politique, elle n'est pas différente du reste et elle n'est pas séparée entre guillemets de la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire tout et n'importe quoi quelquefois, mais et je me rappelle très bien d'avoir par exemple été juste en revenant du Mexique. D'ailleurs, je suis passée par le Québec au moment de la crise d'Oka, donc en 90. Et j'ai participé à la première manifestation où les gens de l'extérieur pouvaient rejoindre les Mohawks qui étaient dans à Oka précisément. Et voilà, il y avait un char militaire cramé qui restait d'autres moments de la lutte. Et puis, à cet endroit-là, eh bien, directement, les gens, les femmes Mohawks en particulier, ont commencé à faire une cérémonie. Et c'était complètement intégré dans le truc. Ça faisait partie de l'action, de la manifestation. Et bien sûr que ça donnait de la force. Bien sûr que ça donnait de la force physique et spirituelle ou émotionnelle, voilà, et de la cohésion, et que c'était hyper important. Donc voilà, c'est pas... si tu me dis qu'est-ce qu'elles ont, comment ces femmes envisagent, ces féministes et lesbiennes envisagent les choses... Voilà, j'aurais tendance à dire que peut-être c'est, je ne veux pas du tout généraliser, il y a une très très grande diversité de situations, et les femmes afrodescendantes aussi, il y a une très grande diversité de situations, mais je dirais peut-être qu'une des différences, surtout dans les milieux ruraux, c'est qu'elles ne partent pas de choses séparées qu'il faudrait ensuite rassembler. Ça fait partie d'une même logique. Et même si, c'est le deuxième temps de la réflexion, même s'il y a aussi toute une part de tradition réinventée, de reconstruction, y compris, alors à la fois parce que ça a été en partie mis à mal par le processus colonial, par le processus de génocide. C'est un génocide absolument terrible qui s'est produit et qui continue à se produire. Donc tout ça qui a été mis à mal, et aussi par l'immigration forcée, l'urbanisation forcée, etc. Une partie des gens cherchent à le retrouver, à le récupérer, à le recréer, et c'est aussi une manière peut-être de faire des liens entre des groupes qui jadis étaient séparés. Par exemple, je prends un peu le cas du Guatemala. C'est sûr qu'au Guatemala, il y a 22 groupes mayas différents. Donc tous ces groupes sont mayas, c'est une grande dénomination générale, il y a des traditions, des racines historiques, etc. Mais en même temps, c'est des gens qui parlent des langues très différentes, qui, à l'époque, avant l'invasion coloniale, étaient même adversaires entre eux et entre elles, enfin, partiellement. Mais à l'heure actuelle, il y a aussi un espèce de pan-mayanisme, on pourrait dire ça comme ça, qui inclut la dimension spirituelle, la récupération de tout un tas de choses de type horoscope, le calendrier maya, etc., et des pratiques spirituelles et politiques qui, du coup, se reconstruisent comme un petit peu
supramaya, et je pense à ça tout particulièrement en pensant au travail très important qui a été fait, et alors j'espère que le lien va apparaître clairement, mais donc au Guatemala, dans le cadre, on va dire, de la... Alors, Guatemala, premier pays qui tente de faire une réforme agraire, ou un gouvernement légitimement élu tente de faire une réforme agraire dans les années 40, premier coup d'État de la CIA sur le continent en 1954, d'abord un coup d'État en Iran pour le pétrole, un coup d'État en 1954 pour la terre de la United Fruit Company. Donc du coup les États-Unis poussent à un processus de colonisation interne qui a lieu dans le nord du pays, où une résistance importante, indienne notamment, s'organise. Dans les années 80, très très forte répression politique de la terre brûlée, violence extrême, notamment utilisation systématique de la violence sexuelle collective contre les femmes autochtones pour les faire partir de cette zone. Et tout ça, je dis ça parce que c'est la région dans laquelle, dans la phase néo-extractiviste qui commence à partir de 2000, on va dire 2004, surtout 2008, qui touche tout particulièrement les communautés indiennes, et c'est là qu'a été inventée la réflexion précisément du féminisme communautaire, défense simultanée de la terre, du territoire terre et du territoire corps. Donc je le dis tout ça pour en arriver aux féministes communautaires autochtones. Dans ces régions, c'est les régions où maintenant il y a les entreprises transnationales extractivistes qui viennent sur le pétrole, sur l'or, sur l'uranium, sur l'eau, sur la biodiversité. Donc, dans les mêmes régions où il y a eu déjà au moins 3 ou 4 phases de colonisation de différentes sortes, à chaque fois, c'est le même type d'attaque. Ce sont des attaques qui sont notamment autour d'attaques sexuelles et sexistes contre les femmes pour démoraliser l'ensemble, les femmes elles-mêmes et l'ensemble des communautés, pour les faire partir, pour faire main basse sur les ressources. Donc c'est dans ce cadre-là que les réflexions du féminisme communautaire se développent, et elles se développent notamment autour de, pour essayer de dépasser ces violences, les réparer, c'est peut-être pas le terme exact, mais enfin dépasser les effets terribles de ces violences qui sont vraiment extrêmement monstrueuses, eh bien les femmes font appel à des éléments de spiritualité, mais qui sont mélangés. Bien sûr, il y a des éléments traditionnels avec beaucoup de guillemets, mais vraiment consciemment aussi, elles ont retissé, remélangé cette tradition, notamment avec des techniques féministes et de psychologie occidentale pour essayer que les femmes, individuellement et surtout collectivement, et en lien avec une idée de rétablir la vérité et de rétablir la justice, voilà, comment on peut sanar, soigner, rétablir, restaurer les personnes et le territoire contre ce processus de colonisation, ces violences et ces nouvelles attaques. J'ai dit beaucoup de choses d'un coup, mais je pense que ça va vraiment... et dans ce temps-là, elle ne se déclare pas nécessairement écoféministe, c'est pas vraiment ça le... Enfin, à la limite, peu leur importe l'étiquette écologiste, l'étiquette féministe, si ça leur a importé parce que c'était dans des débats qui leur étaient propres. Mais voilà. Et vraiment, ce qu'elles mettent en avant, c'est donc une analyse et une défense pratique simultanée du territoire terre et du territoire corps, en s'appuyant sur des éléments de spiritualité renouvelés en quelque sorte. Et c'est une proposition extrêmement novatrice en fait, et qui n'est pas naturaliste comme on pourrait le croire quand on dit simplement elles mettent en parallèle la nature et le corps des femmes. J'espère avoir donné des petits éléments pour comprendre que c'est pas du tout ça. Et il y a vraiment une très importante, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Isabelle, il y a une très importante dimension aussi antimilitariste. Pas tout à fait pour la même raison, c'est pas l'antimilitarisme contre la guerre froide, mais c'est un antimilitarisme très très affirmé, puisque tout ce processus d'extraction, de dernière extraction des richesses, de nouvelle enclosure, etc., ne peut avoir lieu que grâce à un appui absolument massif de l'armée, de la police et de groupes paramilitaires. C'est ça, merci. Et donc juste pour continuer sur la question justement du corps territoire, du territoire terre, ça provient d'où en fait ces analogies? Est-ce que justement pour elles ce sont des analogies? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose
qui est de l'ordre du fait qu'il y aurait une forme patriarcale qui, en effet, soumettrait ces deux choses en même temps. Enfin, quelles sont leurs analyses de ça? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une analogie. Le terme analogie, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, elles disent, on ne peut pas défendre... Alors, leurs communautés sont engagées dans la défense du territoire terre, et elles participent bien sûr à cette défense, mais elles disent, on ne peut pas défendre le territoire terre sans défendre aussi le territoire corps. Et puis, elles sont engagées dans le féminisme, et dans le féminisme, elles disent, on ne peut pas défendre le territoire corps des femmes sans défendre le territoire terre. Et il faut rajouter une dimension qui, je pense, est très importante, et je participais... hier, avant-hier, à un webinaire à Cambridge sur le etc. Et il y avait une collègue qui intervenait sur le racisme écologique, et c'était très intéressant, ça rejoint des choses qui se passent au Guatemala notamment. Hein. C'est dans ce processus d'extermination, en fait, pour s'emparer des richesses, ça inclut aussi des pratiques eugénistes de tentatives de contrôle de la procréation et des femmes, avec tout un tas de pratiques, notamment de stérilisation forcée, éventuellement massive, ça dépend. Donc, il y a eu des stérilisations massives de femmes autochtones dans les années 90, dans les Andes, au Pérou, 300 000 femmes quand même, c'est un truc énorme en une dizaine d'années. Au Guatemala, il y a aussi, on va dire, des tentatives beaucoup moins massives, mais tout à fait aussi opiniâtres, tenaces, et terrible. Donc voilà, la défense du territoire corps, c'est la défense contre les violences sexuelles. Ça peut être des violences sexuelles exercées, bien sûr, dans la famille, dans le village, etc. Mais toute une grosse partie des violences sexuelles, elles sont exercées par des soldats, des policiers, des villes, des transnationales, des hommes blancs, enfin blancs métis, comme les instituteurs, comme les recruteurs, etc., etc. Voilà, il y a les violences sexuelles, il y a les violences physiques, mais il y a aussi, par exemple, les violences eugénistes, les stérilisations forcées, voilà. Donc, c'est vraiment une réflexion et une lutte complexe. Et comment dirais-je, par ailleurs, pour bien comprendre ça, il faudrait bien comprendre comment fonctionnent les différentes conceptualisations, les différentes spiritualités de toutes ces populations. Là, ça nous amène à des développements et probablement même en faisant un effort, on ne comprendrait pas très bien parce qu'on n'a pas la bonne langue dans laquelle comprendre ces idées. Mais oui, les gens ne se conçoivent pas du tout forcément, ni détachés, séparés de la nature, ni en tant qu'individus tout seuls, isolés, mais bien au contraire, comme faisant partie d'un réseau de choses. Et je donne un exemple tout simple, mais par exemple, les femmes, beaucoup de femmes autochtones, par exemple, ont des moutons, des chats, mais surtout des moutons, donc des animaux non humains, on va dire, avec lesquels elles entretiennent des relations très personnalisées, je passe beaucoup de détails. Quand elles les tondent et qu'elles utilisent la laine pour faire des vêtements, en réalité, si on abîme le vêtement, les gens craignent qu'on fasse du mal à l'animal. Donc voilà, ça donne une petite... Et par exemple, quand l'armée arrive et qu'elle tue tous les moutons, pour les gens, c'est très grave. C'est pas juste des tas de viande à quatre pattes qui sont tués, quoi. Je ne sais pas si on me fait bien comprendre. Voilà, pour donner un tout petit élément de réflexion. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on revienne sur la question du coup du reclaim, puisque tu l'abordais tout à l'heure et en fait on voit bien le lien. Qu'est-ce qu'il y aurait à se réapproprier ou à soigner du coup pour les écoféministes? Je crois que la question ne doit pas se dire en ce que, sauf peut-être... Starhawk insiste beaucoup. Cesser d'avoir peur de sa propre puissance. Elle parle surtout aux Blancs parce que peut-être que les femmes d'Amérique du Sud ont moins perdu le rapport à leur propre puissance. Mais la crainte de la femme puissante, ça ne veut pas dire de pouvoir. Je ne parle pas de Thatcher, par exemple. Non, mais la puissance de la femme est quelque chose auquel on a appris aux femmes à renoncer. Et donc, peut-être que ça, ce serait un ce qu'il s'agit de reclaim, c'est-à-dire la puissance propre aux femmes.
Mais ça, c'est féministe de toute façon. Mais peut-être que c'est plus marqué, c'est-à-dire que ça reste propre aux femmes, tandis que ce à quoi celles qu'on a appelées écoféministes, surtout spiritualistes, se sont heurtées, c'est, disons, la tendance déconstructiviste à la Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Hein, et c'est-à-dire, et ça c'est quelque chose que Émile Liège dit très bien dans son introduction à Reclaim, ce livre de recueil tout à fait intéressant qu'elle a proposé. C'est en tant qu'enfant de Beauvoir, et beaucoup de Françaises féministes ont été enfants de Beauvoir, comment dirais-je, le corps n'est pas un objet de fierté. Dire j'ai un vagin, j'ai des seins, c'est être essentialiste, puisque bon. Donc, je crois que oui, je crois que de ce point de vue-là, se réapproprier son corps avec la fierté de ce que peut son corps est quelque chose d'important. Mais il n'y a surtout pas que ça. Quand on lit notamment Starhawk, mais de plus en plus, on se dit que au fond, il y a un trait qui unit l'entreprise de colonisation qui s'est faite sur terre européenne au moment où ça commençait à s'étendre sur toutes les autres terres et qui s'accompagne de l'extractivisme, etc., c'est la destruction des relations d'interdépendance qui fait une communauté. C'est-à-dire, et par exemple, les commons ont été condamnés encore au XXe siècle. La tragédie des commons voulait dire que l'humain égoïste et incapable de prendre en compte les conséquences ne pouvait que épuiser la ressource commune, parce que chacun abuserait et personne n'y pourrait rien. Finalement, celui qui voudrait ne pas abuser finirait par faire comme tout le monde et par abuser. Or, et ça c'est Elinor Ostrom qui a montré, ça fait abstraction du fait que les commons qui ont survécu et l'ensemble des commons d'une manière ou d'une autre, qui sous d'autres noms et d'autres formes existaient partout dans le monde, eh bien, c'était des communautés dont on peut dire qu'elles avaient la capacité de s'auto-gouverner, de s'auto-restreindre. Et ce n'était pas quelque chose de paranoïaque. Attention, tu vas abuser, etc. C'était avant tout fondé sur ce sens vital de l'interdépendance, qui appartenait à la manière de se sentir et de se sentir avec les autres. Et ça a été détruit. Au fond, la destruction des commons et on peut dire et ça, Silvia Federici l'a bien montré, la destruction des commons, c'est aussi la femme privée, la femme qui devient la propriété privée de l'homme qui n'a plus que ça d'ailleurs. Enfin, je veux dire, l'individu moderne et le type de soumission contre lesquels les femmes blanches se sont soulevées est né à cette époque-là. C'est pas, il y a une historicité de la domination et le type de domination que les féministes blanches ont combattu est une domination qui date de cette privation de l'humain. De l'humain. Eh bien, ça veut dire qu'au fond, a été détruit ce sens vital de l'interdépendance, qui était évident, enfin, qui était aussi à tenir, hein, mais qui faisait partie de la culture qu'on apprenait et pas d'une espèce d'ascétisme qu'on s'infligeait. On ne se privait pas de quelque chose en ne prenant pas en compte l'interdépendance.
Et j'ai l'impression que cette destruction de l'interdépendance, elle a été aussi fortement, autant que l'extractivisme, elle a accompagné la colonisation. Séparer les gens, séparer les gens les uns des autres, détruire la confiance qu'ils pouvaient avoir à la fois en eux-mêmes et dans les autres. Hein. Et je crois que Reclaim, c'est aussi et avant tout récupérer, guérir de cet individualisme égoïste qui est devenu notre anthropologie moderne. Hein. Et donc, c'est vraiment, à mon avis, c'est un pari anthropologique qui fait une certaine unité par des chemins différents. Chacun suit le chemin qu'il peut, mais fait une certaine unité dans différentes pratiques de Reclaim, y compris celles dont Jules parle, puisqu'il ne s'agit pas de revenir au passé tel qu'il était, il s'agit de retrouver la force qui a été détruite et qui existait dans le passé. Oui. Je pense que Starhawk explique quand même pas mal, ou en tout cas nous donne un des récits de la manière dont ça a été détruit. Isabelle, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Tu parlais un peu des enclosures, etc. Et éventuellement aussi du rapport à la science, des Lumières et de la science en fait, qui a été fondée juste après cela. C'est-à-dire que l'époque des enclosures, ça c'est quelque chose que à la fois Starhawk dans Dreaming the Dark, donc Rêver l'obscur, et depuis Silvia Federici montre bien, ça a été aussi la prise en main de tas de pratiques qui appartenaient aux femmes par des hommes, dont la médecine, dont le soin, dont les accouchements, dont les avortements, puisque le corps des femmes a été mis sous surveillance en Angleterre aussi, notamment, par le fait que les vieilles femmes sages, les sorcières, étaient aussi celles qui avaient l'art des plantes. Donc ici, il ne s'agit pas d'avortement forcé comme ça peut l'être en Amérique du Sud. Il s'agit au contraire de reproduction forcée. Soumettre les femmes à la nécessité de se reproduire. Il faut dire qu'on n'était pas en situation de surpopulation. L'idée de surpopulation n'existait pas encore du tout à ce moment-là. Mais si vous regardez, il ne s'agit pas tellement de remonter dans le passé, ça continue. Ça continue à l'école. Quand, par exemple, on persécute les tricheurs, chacun doit être évalué individuellement. Toutes les méritocraties sont individualistes. Il n'y a pas de... Je me souviens de quelque chose qui avait fait scandale. J'étais jeune à l'époque, mais ça m'avait frappé. Était revenu aux antennes de France Inter que dans une petite bourgade, un maire qui ne savait pas qui choisir comme technicienne de surface, avait décidé de tirer au sort entre des candidates. Et ça faisait du bruit, parce qu'on n'a pas le droit de tirer au sort. Il faut inventer un mérite au moins. Inventer et reconnaître un mérite. Donc, tout ce qui fait que... l'interdiction en Belgique aux chômeurs de s'entraider. Je dirais tous les illégalismes qui portent sur l'entraide au nom de, au nom du salariat comme seule manière correcte de travailler. Tout ça est la continuation. Et il faut sans cesse, à chaque génération, redresser les jeunes à ne pas s'entraider, à se méfier les uns des autres, à savoir qu'ils sont en compétition, que s'ils etc., qu'ils peuvent devenir surnuméraires. Finalement, il n'y a plus que les jeunes des quartiers qui pratiquent l'interdépendance, malheureusement. C'est-à-dire, eux, ils ne trahissent pas face à la police, quoi.
Mais on est véritablement, je veux dire, c'est un processus dont on ne peut pas se dire, ça, on doit retourner vers un passé où nous étions tous et ça. Non, non, c'est un processus qui continue et qui ne cesse de nous mettre au pas, de nous rappeler à l'ordre. Et c'est aussi pour moi une raison d'optimisme parce que là, il y a une clé sur comment dirais-je, l'impuissance où nous sommes. Il faut savoir que avant que c'est pas l'homme qui est ou l'homme ou la femme ou l'humain qui est en cause, c'est ce qu'on nous fait devenir. Donc c'est pour ça que c'est de la lutte aussi. Ok. Et je te demandais juste par rapport à ton rapport à la science, parce qu'en tout cas ce que Starhawk nous explique, si je ne me trompe pas, c'est quand même que la science a quand même un peu participé à l'asservissement de certaines populations, en tout cas à retirer justement le savoir de ces femmes en fait et se les approprier, science qui à l'époque en fait, et université qui à l'époque en fait n'était accessible qu'aux hommes. Et donc il y a quand même toute une réflexion chez les écoféministes par rapport à ce dont la science est le nom un peu. Et comment faire de la science peut-être autrement. Exactement, on peut dire que c'est bien de dire ce dont la science est le nom, parce que l'une des premières choses que je dirais toujours, c'est il y a des sciences. Et chaque science a une pratique différente et des responsabilités différentes. Les responsabilités d'un astronome ne sont pas les mêmes que les responsabilités d'un agronome ou les responsabilités d'un chimiste. Donc, chaque type de pratique scientifique a été pris dans ce... Mais le mouvement qui est général, c'est effectivement séparer ceux qui savent, le scientifique, et là c'est important de dire la science, comme ça on ne comparera pas ce que fait un sociologue de ce que fait un physicien. Ils font tous de la science, les séparer de l'opinion, les séparer de ceux qui ne savent pas et qui ne doivent pas se mêler. Et comment on dirait, et c'est un peu ce que j'appelle lutter contre ce qui peut rester de pratiques, on peut dire, où il y a du commun, faire sens en commun. Bon, eh bien, chaque science, on peut dire, à sa manière, a été affaiblie, caricaturée, mutilée par la nécessité de faire science, c'est-à-dire de faire de la science, c'est-à-dire de produire un savoir qui s'annonce et qui se présente comme contre l'opinion, contre la superstition, contre les croyances. Les premiers qui ont rencontré ça et qui sont aussi les plus activement résistants aujourd'hui, c'est évidemment les anthropologues. Puisque au moins un physicien, il est tranquille, il n'a jamais rencontré le problème de la croyance de la part d'un électron. Peut-être que les électrons, on ne sait rien des électrons, mais ils ne nous imposent pas le problème de leur croyance. Et même les chimistes, donc là c'est plutôt le rapport à l'industrie qui est en cause. Mais c'est vrai que je dirais pas que les savoirs scientifiques, et d'ailleurs beaucoup d'écoféministes, il y a de toutes sortes dans celles qui s'appellent écoféministes, mais l'idée n'est pas de condamner. Oui, l'idée est la science nous pose problème, mais les pratiques scientifiques peuvent être drôlement intéressantes. Et donc, c'est de voir le système de domination, le système de séparation, comment dirais-je, entre les gens et ce qu'ils savent et ce qui leur importe, de voir ce système de domination à l'œuvre chaque fois qu'on dit « la science nous dit que ». Et on voit aujourd'hui, en temps d'épidémie, à quel point, quand les sciences sont vraiment mis au travail par quelque chose qui arrive, ils ne disent plus rien que des tas de choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas nous, la rationalité, on parle, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, une dernière question encore à Isabelle, et puis je te redonne la parole. Mais, parce que donc, toi, tu as quand même pas mal exploré la question, en tout cas récemment, du sens commun. Pour moi, qui est très écoféministe, ce qui est de dire comment est-ce qu'on va être capable de faire une science plus collective qui prend aussi en compte, par exemple, le sens commun, qui lui aussi, en fait, a des capacités d'observation, a des capacités que éventuellement les scientifiques n'auraient pas parce qu'ils sont situés et donc savent dire d'autres choses. Ben, les scientifiques, quand ils sont à leur affaire, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des sciences qui mettent leurs spécialistes en situation quasiment de devoir dire des choses, comment dirais-je, qui n'ont de sens que par la séparation qu'ils effectuent. Par exemple, ceux qui calculent les risques-profits d'une opération, hein, le calcul coût-profit, etc., eh bien, c'est quelque chose qui implique qu'on ignore la situation et qu'on la juge. Ça ressemble à une science, c'est de la domination pure et simple. Hein. Donc il y a des sciences qui sont beaucoup plus intrinsèquement compromises que d'autres. Mais pour moi, ce qui m'a toujours préoccupée, c'est la proximité entre une pratique scientifique que je peux juger extraordinairement intelligente et créatrice, et dès qu'on s'adresse au public, dès qu'on se présente, une espèce de bêtise quant à ce que sont les autres et ce qui les intéresse. Mais ça, c'est une question, c'est justement cette séparation qui continue. Et c'est aussi un problème de reclaim. L'idée, effectivement, d'un partage des savoirs, c'est pas du tout l'idée que tous les savoirs seraient équivalents. Non, au contraire, aucun ne vaut l'autre, mais chacun dit peu et souvent, en effet, dit quelque chose d'important sur la situation. Comment on fait du commun avec des savoirs qui divergent, parce qu'ils sont situés autrement, parce qu'il faut importer les choses différemment. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui détermine, je crois, le rôle que pourront jouer les sciences dans cet avenir social écologique. C'est la capacité qu'il faut réapprendre aux scientifiques comment dirais-je, de ne pas rêver d'avoir raison tout seul, de ne pas rêver de convaincre les autres, mais d'apprendre à travailler avec les autres et à savoir que pour que leur propre savoir soit responsable, comme dit Haraway, eh bien, il doit avoir su apprendre des autres. C'est-à-dire, non pas se désituer et avoir la bonne position qui serait la position scientifique ou rationnelle, mais au contraire, avoir été transformé par la rencontre avec les autres et réciproquement. Mais enfin, à ce moment-là, les savoirs sont aussi du commun, c'est-à-dire qu'eux aussi traduisent une interdépendance foncière qui rend, je crois, les personnes heureuses et fortes. Ok, merci. Jules Même si tu n'as pas de questions, j'ai des choses à dire. Vas-y, je t'en prie. Parce que vraiment, tout ce que disait Isabelle fait énormément d'écho et très inspirant. Et je voudrais ramener quand même dans la discussion le fameux mode de production capitaliste, parce que c'est quand même lui qui nous... Je ne dirais pas qu'il nous surdétermine, mais quand même, il est très, très marquant dans tout ce qu'on est en train de vivre. Et vraiment, tout ce que tu disais me faisait tellement penser... Il y a un petit livre de Vandana Shiva qui n'est pas très connu, mais qui, à mon avis, est très important, qui s'appelle « Éthique et agro-industrie, main basse sur la vie », qu'elle a écrit au moment de la fin de l'Uruguay Round dans les négociations du GATT, c'est-à-dire en 1995, quand il y a eu la mise en place de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et certainement tu t'en rappelles Isabelle, c'est le moment où il y a eu la lutte contre les TRIPS, qui étaient les droits de propriété intellectuelle et notamment le brevetage du vivant. L'OMC, en fait, couronne des négociations commerciales donc libérales qui sont censées favoriser le libre commerce de tout.
ce dernier moment des négociations du GATT, c'est un moment où en fait comment dirais-je, le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, la santé, l'éducation, les connaissances, la culture deviennent des marchandises et sont régulés par ces accords. Et tout ça sous la houlette de l'Organisation mondiale du commerce qui est créée pour cela, et d'ailleurs à la tête de laquelle il voulait mettre le président du Mexique, qui avait été le tellement bon élève du néolibéralisme, qui avait signé tous les traités qui prévoyaient la fin de la réforme agraire, la privatisation des terres, donc le traité de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, signé par le président mexicain. Il l'avait trouvé tellement bien, ce président, qu'il voulait le mettre à la tête de l'OMC. Comme il y a eu le soulèvement Zapatis, ça fait scandale, ils n'ont pas pu. Et enfin voilà. Donc cette organisation mondiale du commerce, cette histoire du droit de propriété intellectuelle, c'est le cadre qui permet progressivement la privatisation de la santé, dont on vient de parler, à la fois pour l'épidémie et pour la question du dépouillement des connaissances des femmes, etc. C'est ce qui permet la privatisation de l'éducation, c'est ce qui met le brevetage du vivant, donc les OGM, contre lesquels il y a eu tant de luttes, et elles remontent à ce moment-là. Hein. Et Vandana Shiva, dans son livre Éthique et agro-industrie, Main bas sur la vie, vraiment revient là-dessus et revient en tant que physicienne et en tant qu'indienne d'Inde, revient sur la question des semences, de ce qu'elle appelle dans la tradition gandhienne la lutte pour la vérité, satyagraha et tout, et sur la question de la biologie moléculaire, de l'embryologie, de l'eugénisme, et elle montre à quel point, en fait, depuis les années 20-30, toute la dimension eugéniste qui va s'exprimer dans le nazisme, etc., qui après est complètement discréditée, va trouver à s'exercer à travers la biologie, enfin l'embryologie et la biologie moléculaire, et les recherches sur l'ADN qui vont dériver sur ce qu'on sait, déchiffrage du génome d'un côté, le CRISP qui permet de faire des enfants parfaits, surtout de sexe peut-être masculin, peut-être blanc, peut-être... et toute la question des OGM. Donc je ne sais pas si je l'ai bien, je vais le redire peut-être d'une autre manière, mais dans c'est un vraiment petit livre qui vaut vraiment la peine d'être lu. Vandana Shiva explique par exemple comment, dans une rhétorique tout à fait orwellienne d'inversion des causes, des conséquences, des responsabilités, les transnationales désormais accusent les populations autochtones de biopiraterie. Quand quelqu'un, ou la paysannerie, ou même la grande paysannerie des États-Unis, hein, quand un agriculteur veut semer une graine, on lui dit ah, mais vous ne l'avez pas achetée, et si elle s'est semée toute seule, c'est pareil, vous ne l'avez pas achetée, c'est pas une Terminator, comment se fait-il, procès, etc. Et donc piraterie, vous ne respectez pas la propriété intellectuelle déposée à l'OMC, etc. Or, Vandana Shiva dit, mais en réalité, toutes ces variétés, par exemple de graines, elles ont été développées par qui ? Par des populations paysannes, en général du Sud, et bien souvent à l'intérieur de ces populations des femmes, tout simplement parce qu'elles avaient besoin de pouvoir ressemer et de semer des plantes de meilleures, plus adaptées d'une récolte à l'autre. Et souvent c'est les femmes parce que les femmes n'ont pas accès aux semences qu'il faut acheter, elles ne vont pas à l'extérieur du village, donc ni elles vendent leurs récoltes, donc elles gardent les graines, elles peuvent les ressemer, ni elles ont accès aux intrants, c'est-à-dire les graines modifiées, les engrais, etc., etc. Donc elle fait aussi toute une critique, il y a aussi toute une critique de la Révolution verte. La Révolution verte, au contraire, est l'idée du développement imposé par les États-Unis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'était justement le contraire de l'écoféminisme, c'est des solutions techniques, les grands barrages, les pesticides. On se rappelle que c'est les déchets toxiques de la Première Guerre mondiale qu'ils ont cherché à réutiliser. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de tous ces gaz toxiques qu'ils n'avaient pas pu finir d'épandre dans les tranchées contre les Allemands ou les Français? Et on va les épandre dans les champs grâce aux avions qui avaient servi à faire la guerre pour tuer les petites bêtes qui attaquent le maïs, etc. Je fais le parallèle d'ailleurs en rappelant, tout le monde le sait, mais qu'ils ont réautorisé les néonicotinoïdes,
soi-disant pour défendre les betteraves et notre sucre qui nous fait tant de bien aux enfants. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Mais voilà, donc c'est tout à fait intéressant de voir comment les transnationales aujourd'hui accusent de biopiraterie les personnes mêmes qui sont celles qui ont produit les connaissances. Et non seulement les connaissances, mais par exemple les semences. Et des semences, la variété des semences adaptées. Et je vais peut-être, pour faire la boucle un petit peu avec les questions autochtones et tout ça, de nouveau d'une autre manière, et le corps et tout ça, parmi les OGM, les premiers OGM très connus, il y a l'OGM du maïs. Donc cet OGM du maïs, c'est particulièrement troublant quand on sait que d'abord le maïs est une des céréales les plus complètes et tout, qui a été domestiquée de manière très précoce par des populations autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes, ou Abiyaya, là, si on veut lui donner un nom décolonial. Ce maïs-là, alors bon, il est attaqué, les gens sont empêchés de cultiver, et puis on leur donne, soi-disant pour les aider, pour pas qu'ils meurent de faim, du maïs OGM produit aux États-Unis, qui normalement devrait aller au bétail, entre guillemets. Donc. Mais surtout, ce qui est frappant et triste d'une certaine façon, c'est que historiquement et culturellement, le fait d'avoir domestiqué le maïs, les populations, en particulier mayas, donc de Mésoamérique, le Guatemala, le sud du Mexique, elles s'appellent elles-mêmes les femmes et les hommes de maïs. Même pas du maïs, mais de maïs. Ils considèrent que leur chair, leur corps est faite de maïs. Donc, porter atteinte au maïs ou ne pas pouvoir manger de maïs ou manger du maïs OGM, ça porte directement atteinte à l'être, à l'intégrité de l'être, à la possibilité d'exister culturellement, collectivement et individuellement. Voilà, ça, je trouve ça tout à fait intéressant, important. Et une des raisons, enfin, dans les luttes, les gens articulent ça. Ils disent non aux OGM, nécessité d'accéder aux terres, la terre est à qui la travaille, etc. Pour faire quoi? Pour semer du maïs, parce que nous sommes des êtres de maïs. Parce que le maïs et nous, c'est la même chose. Enfin, voilà. Et ça, c'est spirituel. Mais c'est pas, en effet, comme tu l'as bien dit, Isabelle, c'est pas du tout un truc New Age, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est une autre manière, et pour les gens, c'est indissociable. C'est pas qu'ils le rajoutent pour avoir un supplément d'âme dans la lutte, c'est parce que tout simplement, c'est la manière dont elles et ils voient les choses, quoi. Et quant à... Après, peut-être je répondrai à des questions, mais quant à comment faire science et tout ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important, mais j'en profite aussi pour signaler que là, alors même qu'il y a l'épidémie, etc., le gouvernement français en profite pour trucider la recherche publique par le vote d'une loi, la fameuse LPPR, à laquelle l'immense majorité des universitaires, aussi bien BIATS, personnel administratif, étudiantes, étudiants et enseignants, enseignantes, sont contre. Il s'agit de, soi-disant, un plan darwinien pour que la plupart périssent et que seuls survivent quelques très gros labos qui feront de la recherche, en effet, sans doute en biologie moléculaire, etc., etc. C'est scélérat. Et malheureusement, même si depuis la philosophie, depuis le féminisme, depuis tout un tas de disciplines, on défend une version et une idée complètement différente des sciences, qui soit participative, collaborative, qui ne soit pas au-dessus, mais qui soit avec, à travers, pour, par, etc. Les financements de la recherche, bête et méchant, le recrutement des gens, bête et méchant, ça va complètement en sens inverse, parce que aux commandes politiques et économiques de nos différents pays, il y a des personnes qui défendent exclusivement l'intérêt du système capitaliste, colonial, raciste et patriarcal. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ça crève les yeux, comme dirait l'autre, hein, après une manif réprimée par la police. Voilà. J'en profite pour vous poser la question à laquelle il est peut-être compliqué de répondre. Mais donc, en effet, les écoféministes parlent beaucoup de patriarcat, enfin les féministes aussi en fait. Comment est-ce que vous définiriez, vous, le patriarcat, et voilà, dans quelle mesure vous trouvez que c'est justifié de parler de patriarcat?
je sais pas, que je me lance direct en disant que moi, j'utilise pas tellement en fait ce concept, c'est pour faire court, mais en réalité, moi, je raisonne en termes de rapports sociaux, et donc tout particulièrement de rapports sociaux de sexe, de classe, de race, imbriqués. Et dans les rapports sociaux de sexe, moi, je m'appuie vraiment sur... j'avoue, moi, je suis enfant de Beauvoir, et quand je réclame mon corps, je réclame dans mon corps aussi mon cerveau, mes os, mes pieds, mes oreilles, pas du tout juste les seins et le vagin qui m'indiffèrent d'une certaine façon. Enfin, ils m'indiffèrent, et c'est difficile qu'ils vous indiffèrent dans cette société, justement, en l'occurrence patriarcale, mais voilà, le corps des femmes, il y a beaucoup de choses dedans, comme dans le corps de tous les êtres vivants. Et puis, il y a beaucoup d'êtres différents à l'intérieur de nos corps. Mais donc, voilà, patriarcat, je ne sais pas, il faudrait de toute façon, si on l'utilise, il faut le contextualiser historiquement, géographiquement, culturellement, mais moi, j'ai plus de facilité avec le concept donc de rapports sociaux de sexe et de ce que Colette Guillaumin, qui a également une féministe française, qui a également travaillé beaucoup sur et contre le racisme, ce qu'elle appelle les rapports de sexage, donc d'appropriation. Et pour moi, c'est là que ça fait complètement sens aussi. Elle travaille sur le naturalisme, la naturalisation de l'oppression et l'appropriation privée et collective, d'une part dans le cadre du racisme, des populations racisées, et d'autre part dans le cadre du sexage, des populations féminisées. Voilà, je me considère comme une population féminisée. Voilà. Et patriarcat, c'est vrai que sinon ça a été critiqué à juste titre parfois pour, en tant que notion trop vague appliquée, c'est-à-dire tant que c'est pas spécifié, c'est pas très satisfaisant. Et je veux juste aussi rajouter un élément quand même important, c'est que il me semble que la clé de voûte des rapports sociaux de sexe, c'est quand même l'hétérosexualité comme institution et la pensée de la différence, que Monique Wittig a appelé la pensée straight. Et là, pour le coup, là, j'ai une différence avec une partie d'un certain écoféminisme qui va revendiquer justement une différence radicale entre les femelles et les mâles, etc. Là, pour moi, j'ai un point de... Il y a un truc qui ne va pas, parce qu'il y a un truc essentialisant qui me paraît problématique. Mais donc voilà, et encore une fois, je ne parle pas de pratique sexuelle, l'hétérosexualité pour moi c'est pas du tout ça, mais c'est par contre l'idée que dans la nature, il y aurait des gens qui seraient par essence complètement différents, et il n'y aurait que deux groupes, l'un s'appellerait les mâles et l'autre les femelles. Et souvent, ça va de pair avec l'idée qu'il y a des groupes complètement différents, la race aussi, chose à laquelle je n'adhère pas, idée à laquelle je n'adhère évidemment plus. Ok, merci. Non, il est possible qu'il existe des femmes qui s'appellent écoféministes et qui pensent ça, mais en tout cas, les activistes n'étaient pas en train de dire ça. Et les sorcières, et même le mouvement de comment dirais-je, la déesse revient, qui a notamment pris à San Francisco dans les années 70, je crois, juste avant, eh bien, c'était un mouvement assez cuir. Hein. Tous les gens comment dirais-je, tous les milieux que j'ai fréquentés, j'ai été dans un witch camp, etc. C'est mixte, mais je me sentais en confiance avec les hommes. Enfin, je peux dire, c'était d'autres rapports qui avaient été créés. Et une des choses que je voudrais dire, c'est que le fait que c'était cuir, très vite, eh bien, c'est que l'une des auteurs citées dans le cadre de l'idée de reclaim par certaines auteurs féministes, c'était rien d'autre que Monique Wittig, c'est-à-dire la théoricienne du féminisme lesbien. Et notamment cette phrase, j'avais envie de la lire, hop là, et je l'ai oubliée, mais elle ne parle pas évidemment de la déesse, comme le sait très bien Christ, mais
c'est cette phrase de Wittig que j'ai envie de lire. « Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave, souviens-toi. Tu dis que tu en as perdu la mémoire, souviens-toi. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps, tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir, ou, à défaut, invente. » C'est donc dans Les Guerrières. Et c'est aussi, ça fait aussi allusion à ce temps dont certains archéologues ont soutenu qu'il était historique pour l'Europe, c'est-à-dire de la grande déesse, dont on trouve des petites statues partout, etc., et qui aurait été effacé, enfin, qui aurait été détruit par des invasions de population et l'instauration de situations de guerre, de conquête, de guerre de... Et c'est pour revenir au patriarcat, ce qui est de fou pour moi, c'est que ceux qui ont attaqué les écoféministes ont dit elles sont pour le matriarcat. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a ensemble, patriarcat, matriarcat? C'est on a le choix entre qui domine. C'est les mères qui dominent ou c'est les pères qui dominent. Or, dans les utilisations de Jim Butha, l'archéologue et autres, on ne parle pas de matriarcat, on parle de relations autres entre sexes. Une des choses qui intéresse très fort Starhawk, par exemple, c'est que dans certaines légendes de Ur, s'il y a un couple important, c'est le frère et la sœur. Et le reste, ça fait partie de la vie, mais le couple qui compte, c'est le frère et la sœur. Très important. Donc, c'est plutôt des relations qui ne font pas passer différences sexuelles et domination qui les intéressent. Et pas, c'est les femmes qui commandent. Mais on ne peut, s'il y a quelque chose qui trace quelque chose de l'ordre du patriarcat, j'emploie jamais ce terme, mais c'est l'idée que si on est contre, alors on est pour le matriarcat. Et c'est-à-dire qu'on est toujours pris dans qui dominera qui. Or, aujourd'hui, je veux dire, je suis totalement d'accord avec Jules. S'il y a quelque chose qui domine, c'est pas directement sexé. L'histoire des OGM, je me souviens que l'histoire des OGM en Europe a été déclenchée par une caravane de paysans indiens qui venaient alerter l'Europe à la fois paysanne et politique sur ce que c'était en train de faire. Et pour moi, s'il y a un événement qui peut indiquer la direction à suivre, c'est cette manière dont des raisons différentes de résister aux OGM ont fait sens en commun et ont fabriqué une position qui a fait bégayer les experts. Parce que les experts sont toujours... Les OGM, c'est le progrès. Et quand, tout à coup, toutes les raisons qu'on a de refuser les OGM se coalisent et fabriquent un savoir concret, à la fois sur l'agriculture, sur la biologie, sur le droit des brevets, sur les semences et la mainmise sur la semence, etc. Quand tout à coup, ils ont affaire à tout ce monde qu'ils ignorent totalement en général, parce qu'on crée des scientifiques très compétitifs, aujourd'hui plus assignés à faire de l'innovation que du savoir, ça c'est certain, hein. Mais quand on les confronte au monde, on se rend compte, ils se rendent compte, et ça c'est le début de tout, à quel point ils sont ignorants, à quel point on utilise leur non-savoir pour les encourager à mépriser ceux qui ne reconnaissent pas la prévalence de leur propre savoir. Donc là, il y a eu un événement d'écologie politique au sens de l'écologie des savoirs, au sens de savoir qui
qui deviennent interdépendants pour construire une position politique. Et c'est venu des Indes. Enfin, c'est venu de cette caravane comme déclencheur. Mais ça continue, hein. Tout le mouvement de partage des semences, de récupération des semences comment dirais-je, locales, etc. Il n'y a rien de plus beau, enfin rien, il y a plein de choses aussi belles, mais des paysans en France qui s'appellent paysans chercheurs et qui travaillent ensemble à essayer de fabriquer une agriculture soutenable. Paysans chercheurs, quel beau titre, quel beau titre de reclaim, oui, nous sommes des chercheurs. Oui, dans ces temps troublés, réussir à continuer à produire de la nourriture correctement, ça demande de la recherche. On ne peut plus rester... Enfin, les traditions, c'est pas qu'il faille supprimer les traditions ou leur tourner le dos, c'est qu'elles doivent s'enrichir. Les traditions doivent être des instruments pour apprendre. Et je crois que de ce point de vue-là, franchement, par rapport aux partis écologistes, je trouve qu'ils en ont pas assez fait sur ces écologies des savoirs et ces problèmes de domination des savoirs. J'ai souvent essayé ici en Belgique de les intéresser, mais c'était il y a eu très peu de débats sur les savoirs en Belgique. Et dans une vision justement du coup écoféministe, qu'est-ce que vous auriez proposé de mettre en place au niveau des savoirs, justement? Des manières je crois qu'il faut inventer. Moi, je m'intéresse beaucoup justement aux dispositifs qui génèrent le sens vital de l'interdépendance. Donc, réussir à fabriquer des dispositifs de ce genre où, au lieu de chercher qui a raison, qui a tort, etc., on essaye de fabriquer un sens de la situation, y compris un sens de la situation qui est faite aux scientifiques. Quand ils veulent faire un peu autrement, etc., de fabriquer, ça c'est de l'écologie, fabriquer des dispositifs qui font sens de situation, sans chercher à argumenter qui a raison ou qui a tort, mais justement dans la sensibilité mutuelle des différentes manières de faire importer cette situation. Ça c'est quelque chose que les activistes ont appris. Et c'est quelque chose que les écologistes n'ont pas appris. Je suis désolée. Mais oui, donc vous avez participé à l'expédition des patatistes, c'est ça? Ou vous avez soutenu plutôt, c'est ça? Vous pourriez nous en parler un tout petit peu Non, les patatistes, ça c'est venu bien après. C'est le moment où la Flandre a découvert que les OGM pouvaient être contestés. C'est récent, hein, les patatistes. C'était en 2000. Et à cette époque-là, la Wallonie a à peu près abandonné les OGM. Mais c'était une décontamination de champs, quoi, pour lesquels il y a eu poursuite. Et pour lesquels il y a eu suspension du prononcé. Il y a eu un vrai procès de rupture, quoi, où on a fait venir des experts, des paysans, des gens, enfin toutes sortes de gens pour fabriquer un savoir de tout ce qu'on peut reprocher aux OGM. Ça a été intéressant, ça aussi. Le procès est finalement le seul dispositif qu'on a conservé où des arguments peuvent faire situation, comment dirais-je, sur un mode où c'est pas qui a raison, qui a tort, parce qu'on est en procès, donc chacun dira j'ai raison, etc. Mais c'est finalement le seul lieu où on peut mettre à plat une situation, un procès. C'est intéressant. Pour juste terminer sur la question des semences et faire un tout petit peu de pédagogie, est-ce que l'une de vous deux pourrait nous expliquer en quoi, en fait, souvent, on associe la question des semences à l'écoféminisme? Bon, alors, ça vient de Vandana Shiva, mais en quoi on pourrait dire que c'est une question écoféministe, celle des semences?
Je veux bien poursuivre dans le... Ouais. Parce que j'enseigne un peu là-dessus et tout. Okay. Donc en fait, ce qu'elle explique de manière tout à fait limpide, c'est que les semences sont indispensables à la production agricole, qui est elle-même indispensable à l'alimentation, et aussi d'ailleurs à tout un tas de pratiques culturelles, incluant des pratiques spirituelles, c'est très intéressant. Et normalement, les gens qui cultivent la terre gardent des semences d'une fois sur l'autre, d'une année sur l'autre ou d'une récolte sur l'autre. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être de manière plus précise. Parmi les personnes qui gardent ces semences, qui les observent, qui les échangent entre elles et entre eux, au sein de la famille, de la communauté, plus largement, etc., eh bien, très souvent, ce sont tout particulièrement les femmes, parce que très souvent, dans beaucoup de situations, les femmes sont celles qui ont le moins accès à autre chose. Premièrement, qui ne vont pas vendre toute la récolte pour gagner de l'argent sur le marché, parce qu'elles n'ont pas de véhicule, parce que ça coûte trop cher d'y aller, parce qu'elles n'ont pas le droit d'y aller, parce qu'elles ont tous les gosses à garder, qu'elles ne peuvent pas y aller, même si elles ont le véhicule, le droit, l'argent, etc. Donc, elles ont moins tendance à se défaire des graines, et elles ont moins accès, beaucoup moins accès, aussi bien à la formation technique, les écoles, les machins, que tout simplement à aller chez le semencier, acheter des graines. Ou quand c'est un programme étatique, le programme ne donne pas les graines aux femmes, ou ne vend pas les graines, ou ne prête pas les graines aux femmes, mais en général aux hommes. On parle des 50 dernières années pour faire vite, hein, pour parler justement typiquement du développement. Donc, en réalité, le savoir accumulé, et Vandana Shiva dit ça, elle dit la graine, c'est un concentré de travail et de savoir accumulé depuis des générations et des générations, et bien souvent, c'est du travail accumulé par des personnes paysannes qui sont aussi des femmes et qui sont aussi souvent des minorités racisées, colonisées, etc. Donc déjà pour ça, c'est une question féministe et une question de femmes tout à fait significative. Et puis bien entendu, parce que les femmes sont très souvent chargées de l'alimentation, donc sa production, sa distribution, etc., à l'échelle familiale ou communautaire. Donc c'est avec les graines qu'elles peuvent éventuellement produire cette nourriture. Et puis aussi, là je retourne un peu, mais c'est toujours la réflexion de Shiva, et d'autres aussi, mais sur le fait que tout ça, ça touche les questions d'hérédité, et ça touche directement les questions d'eugénisme. Alors, je vais essayer de le dire un petit peu différemment, mais ça fait complètement sens, et c'est de nouveau Shiva qui attire l'attention là-dessus. Elle dit, en réalité, en embryologie, il y avait un grand débat à partir des années du début du XXe siècle, pour savoir si le plus important, alors les femmes sont très concernées, est-ce que quand un embryon se développe, ce qui est déterminant dans son développement, c'est son ADN, quelque chose d'endogène, ou est-ce que c'est le milieu dans lequel il se développe, milieu qui s'appelle utérus, et autour de l'utérus, ça s'appelle être humain, femelle, qualifié de femme, etc. Et puis cette femme, là où elle vit, les conditions dans lesquelles elle vit, etc. Donc, c'est bien sûr que ça concerne au premier chef les femmes et le féminisme, de savoir si va être déterminant dans le développement d'un être, c'est quelque chose d'endogène ou c'est le milieu. Parce que là, tout le travail procréatif, la grossesse, tout ça. Bon. Et de surcroît là-dedans, l'eugénisme, puisque il y a deux dimensions importantes, mais enfin, si on considère que c'est juste les gènes, alors il y a toute la dimension de quels êtres ont le droit de se reproduire ou pas, et il y a toute politique internationale de population depuis les années 50, le discours de la surpopulation qui est un discours en fait raciste, sexiste et occidentalo-centré, puisqu'en fait il n'y a pas véritablement de surpopulation, il y a une mauvaise organisation de la production, de la distribution des richesses et de leur consommation et des déchets produits. Voilà, ça c'est Mariamis pour le coup qui insiste beaucoup là-dessus. Donc il y a cette dimension-là. Et si on dit c'est le corps des femmes qui, disons, c'est le milieu qui détermine ce que va être le nouvel être, et ben là on est tout de suite aussi, on tombe sur les questions de
est-ce qu'une femme enceinte, elle a le droit de faire la fête, de boire, de courir, ou alors va-t-elle porter atteinte à ce fœtus qui est en elle, enfin avec toutes les dérives qu'on a pu observer par exemple aux États-Unis, où ils ont tenté de passer des lois, peut-être même qu'ils en ont passé, selon lesquelles si on fume une cigarette, c'est un crime, bref. Et il y a bien sûr aussi toute la logique qui fait primer des soi-disant droits d'un fœtus qui n'est pas encore né, ou quelquefois qui est encore un petit amas de cellules, avant les droits de la personne qui est en train de le produire à travers un travail corporel, émotionnel et autres très important, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que la question des semences, notamment, est tout à fait une question féministe et écoféministe. Ok, merci. J'avais envie de vous poser une question, mais peut-être que vous avez envie aussi, vous, de partager des choses. Isabelle, toi, tu avais préparé des lectures ou non? Ok. Est-ce que vous pourriez nous partager une lutte écoféministe à laquelle vous avez participé, voilà, et qu'est-ce que ça vous a fait? Pour remettre un peu du concret. Toi, tu parlais que tu avais participé à un collectif, en tout cas. Non, mais aujourd'hui, je pense que c'est curieux d'ailleurs, comme le terme écoféminisme est revenu alors qu'il semblait mort et enterré, etc. Je crois que ça fait partie de... Effectivement, ça fait partie de cette idée de ravage, enfin, de ravage par rapport auquel il s'agit de récupérer. Et ça fait partie aussi certainement des relations qui se tissent, parfois naïvement, parfois dangereusement, parfois de manière féconde, avec les luttes des peuples ex-colonisés. Avec cette idée non seulement qu'ils ont une sagesse immémoriale, etc., ça c'est un peu le tourisme culturel ou spirituel, qu'ils ont la clé des choses, c'est pas du tout ça. Je crois que ce qui est intéressant, c'est les rapports pratiques qui se nouent sur les lieux de lutte, et où justement les blancs, disons les blancs, comprennent à quel point ils ont de choses à apprendre de la manière dont les autres conçoivent cette lutte et mènent cette lutte. Je crois qu'il y a un vrai apprentissage. Et j'ai l'impression que l'écoféminisme est à partie lié avec ça, justement parce qu'elle met l'accent sur une non-essentialisation de l'être humain, homme ou femme d'ailleurs, mais à une nécessité de penser avec le milieu, et avec le milieu qui nous rend malades, qui ne cesse de nous rendre malades. Et donc, à mesure que l'idée de progrès se fait la malle, que l'idée de révolution comme cause mobilisatrice, qui est encore une idée de progrès, se fait la malle, il y a place pour quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit irrationnel ou spiritualiste, pour que tout à coup on se dit, eh bien, on sort d'un désastre spirituel. Si le spirituel, c'est justement ce qui donne de la force à la vie, ce qui donne de l'inventivité à la vie, etc. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est en train de se passer. Et l'un des endroits où ça se passe, le dernier endroit où j'ai vu Starhawk, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment un de ces lieux où tente encore contre l'État. Et on voit là que au-delà du patriarcat, enfin le patriarcat c'est tellement général, on a dit ça, on a tout compris, non rien du tout. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est le rapport entre l'État moderne et
le progrès qu'on appelle croissance, qui est en cause. Eh bien, là, des gens qui étaient tout de même, pour la plupart, des gens de gauche, disons radicale, dure, quoi, ont appris à parler avec des paysans, ont appris à faire sens en commun avec des paysans et avec le lieu. Avec le lieu, ceux qui sont restés, on dit, nous, on est attaché à ce lieu, on est loyal à ce lieu, on est venu défendre ce lieu, c'est pas pour le laisser retourner à une culture productiviste. Nous sommes de ce lieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose de profondément écoféministe au sens générique du terme. On n'est pas des nomades à notre place partout. Notre force vient d'un lieu et des interdépendances qui se tissent entre nous et avec tous les habitants qui font ce lieu. J'ai l'impression que là, il y a... quand j'ai été à Notre-Dame-des-Landes, j'ai trouvé un lieu où l'écoféministe est chez lui, alors qu'il y a des tas d'hommes, hein, mais l'écoféminisme est quelque chose qui traverse une différence sexuelle pour justement une position politique de recherche de récupération, de recherche de trouver, non pas d'identifier théoriquement ce qui nous a rendus malades, mais des pratiques qui peuvent guérir, qui peuvent faire qu'on vit autrement. Et je dirais que c'est quelque chose, on parle beaucoup de mouvement décroissant. Ben, la différence avec l'ancienne écopolitique et le mouvement décroissant, c'est que le mouvement quand on entend un théoricien décroissant, très franchement, je veux pas les insulter, mais ils sont chiants. Ils démontrent que c'est une nécessité et donc il faut se soumettre. Il n'y a pas plus scientiste qu'eux. La science, les chiffres nous disent que, et donc. Tandis que dans ces lieux-là, dans ces lieux qui tentent d'être habités, ben, effectivement, on ne gaspille pas, on est effectivement décroissant. Mais ce qui prévaut, c'est la joie. C'est la joie de retrouver des pratiques qui vous rendent l'autonomie, qui vous guérissent de junk food, des junk ideas qui nous nourrissent, etc. C'est le sentiment de récupérer, c'est cette joie. La décroissance, elle loupe son coup si elle ne dit pas en même temps, comme on disait dans GB, hein, l'an 01, on s'arrête, on réfléchit, et c'est pas triste. Moi, à l'origine de tout, hein, je suis un enfant de GB. Merci. Jules? Du coup, moi, la question, elle me fait penser que, chose que je savais d'ailleurs, mais que j'ai pas beaucoup de temps pour militer vraiment de A à Z, etc. Donc, en fait, moi, toute une partie de ma modeste contribution, elle consiste à traduire, écrire, etc. Mais quand même, je voudrais parler de quelques luttes auxquelles j'ai participé, même si c'était de manière très ponctuelle et qui me semble significative. Une des premières dont je me rappelle, c'est un camp anti-EDEX en Australie. C'est pas la porte à côté, bien sûr, et parce qu'en fait, je voulais dire aussi que le printemps silencieux de Carsons, il me semble, ça a été une des premières choses. C'est ma sœur qui me l'a signalé et qui m'avait fait prendre conscience. Donc là, on est au tout début des années 90. Qui m'avait fait prendre conscience plus clairement d'un truc autour de la question environnementale, écologique et tout, plus les énergies renouvelables. Bon. Et donc en fait, le camp anti-EDEX, c'était donc un camp contre, une protestation contre une grande foire armamentiste en Australie. Et il y a la même chose en France chaque année, c'est le camp Eurosatory. Et donc vraiment, en tant que Français, je ressens le besoin tout particulier dans la mesure où la France est un des premiers
producteur, vendeur et exportateur à la fois d'armes et comment dirais-je, de manière de les utiliser, de doctrine militaire, ça me semble particulièrement important de tenter de résister à ça. Donc, notamment, et c'est assez frappant de voir que les rares fois où j'ai pu participer à des trucs ici en France contre le camp Eurosatori, donc vente d'armes, exposition et vente d'armes internationales, c'est tellement minoritaire. On est 10, 20, 30. C'est affolant à quel point cette question est passée sous silence aujourd'hui dans ce pays, et en lien avec aussi la chape de silence qui est imposée autour de toutes les questions du nucléaire, puisque le nucléaire, aussi bien civil que militaire, pose un énorme problème de démocratie en France. Et je pense que Isabelle, tu l'as un petit peu rappelé au début, et même Françoise Daubonne elle-même, donc qui a imaginé le terme d'écoféminisme, et ben elle, déjà à l'époque, elle avait aussi le nucléaire comme un des premiers trucs sur la liste des choses à combattre. Bon, donc un type d'action écoféministe, même si on ne voit pas forcément tout de suite le lien, ben c'est des actions contre les salons internationaux de vente d'armes. Et une autre lutte à laquelle, vraiment, ce serait mentir de dire que j'y ai participé, mais je suis allée rencontrer, voir ce qui se passait. C'était en Grèce, près de Thessalonique, en fait, pas si près que ça, mais disons dans la région de Thessalonique. Et en fait, c'était une lutte menée par des gens d'un village, et tout particulièrement par les femmes de ce village, contre une mine d'or. Donc c'est l'extractivisme, non pas dans des lointains pays colonisés, ex-colonisés du Sud, mais au cœur de l'Europe, en Grèce. Pour moi, c'est que, donc c'est toujours une mine d'or, dans la région du fleuve Pactole, où a vécu le roi Crésus. Et vous savez ce que ça veut dire toucher le Pactole? C'est toucher le fleuve Pactole, qui charriait de la poudre d'or et d'argent. Donc voilà, c'est là qu'il y a il y avait et il y a toujours cet énorme projet d'extractivisme donc d'or, et c'est une destruction monstrueuse puisque l'or est complètement, là il est dans la terre pour le coup, et il faut extraire, je sais pas moi, avec 1 tonne de terre on fait un quart de milligramme d'or après l'avoir fait passer dans des machines monstrueuses, et il faut tout raser, enlever les arbres, raser la colline, enfin bref. Et puis après, la terre reste, les produits chimiques pour extraire l'or restent, etc., etc. Et donc, c'était vraiment très, très frappant de voir comment ce village est organisé, et notamment les femmes de ce village qui nous ont reçus au village, expliqué, et ensuite amenés sur le site qui était bien évidemment militarisé, fermé par des barrières. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant, frappant, important de voir tout ce qui se passait. Que cette lutte avait été une lutte qui a duré sur des années. Je pense malheureusement que l'entreprise a continué à prospérer depuis, ça c'était en 2015. Et au moins ce qui m'a fait plaisir, c'était de pouvoir... donc j'ai participé à la coordination d'un numéro d'une revue qui s'appelle Les Cahiers du genre sur les questions environnementales et l'écoféminisme. Et on a pu mettre sur la couverture une photo d'une des femmes, d'une des principales... on va dire femmes en lutte, voilà, une photo de cette femme appuyée sur le grillage en pleine nature, hein. Ils ont fait un mur au milieu de rien pour protéger l'usine en train d'être construite. Donc ça, j'étais contente, et j'en profite, pub, pour dire une autre lutte écologiste tout à fait importante, c'est celle du Brésil, des populations indiennes contre les barrages, en particulier Belo Monte. Et là, donc c'est mon dernier bouquin, mais là, il y a Tuira Kayapo, donc une femme autochtone, Kayapo de l'Amazonie, sa nièce Mayal, Payakan, et Tuira Kayapo, en 89 déjà, donc là, on la voit avec une belle machette, elle avait mis sa machette sous le nez de l'ingénieur venu faire un des premiers barrages de la série, parce que Belo Monte, en fait, c'est une série de barrages. Et donc voilà, malheureusement, je n'ai pas participé directement à la lutte, mais je suis quand même très heureuse d'avoir pu mettre en photo, en couverture de mon livre, et de pouvoir en parler, du coup, à cette occasion, une femme qui, de manière vraiment très concrète, voilà, sûrement, elle ne dirait pas qu'elle est écoféministe, ni éco, ni féministe, mais en tout cas, elle a, et je vais lire très brièvement ce qu'elle a dit au mec à l'époque, et donc elle a été prise en photo, la photo a fait le tour au moins du Brésil, et suite à ça, d'ailleurs,
le barrage a été suspendu. En 89, elle a brandi la machette sous le nez de l'ingénieur de l'entreprise Electrobras, donc Électrique Brésil, en disant « Tu es un menteur, nous n'avons pas besoin d'électricité, l'électricité ne nous amènera pas à manger, nous avons besoin que nos rivières coulent librement, notre futur en dépend, nous avons besoin de notre forêt pour chasser et cueillir notre nourriture, nous n'avons pas besoin de ton barrage. » Peu après, la Banque mondiale avait annulé un prêt de 500 millions de dollars au Brésil et le projet avait été retiré. Voilà. Donc, c'est une participation très, très modeste que la mienne dans tout ça. Au contraire, celle qui a participé, celles et ceux qui ont tout fait, c'est notamment des populations autochtones dans la forêt. Mais je pense que c'est vraiment une leçon. Et elles l'ont fait de manière, par l'action, tout à fait directe et claire, nette et précise. Et à la fois en verbalisant quel était le problème et en mettant leur corps, pour le coup, vraiment au devant de la scène, quoi. Et je voudrais aussi rappeler, parce que c'est un autre fleuve et une autre femme autochtone, la lutte et l'assassinat de Berta Cáceres, à qui j'ai dédié aussi mon livre précédent, qui était donc une activiste lenca du Honduras, qui a défendu, pareil, un fleuve contre un barrage financé de nouveau avec de l'argent européen et des institutions internationales, le fleuve Gualcarque. Voilà. C'est la rapacité, on va dire, liée à nos modes de consommation et à la consommation notamment des armées, et ce qui, quand même, je pense, pose un très très grave problème à l'heure actuelle à l'humanité, quoi. Ok, merci. Ça me donne l'occasion parce que tu parles forcément de ces femmes en lutte, de poser quand même la question de l'éventuelle essentialisation qui est critiquée de la part de l'écoféminisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le lien entre les femmes et la nature, on pourrait avoir tendance à dire mais bon, donc les femmes par nature en fait sont plus proches de la nature et donc c'est à elles de défendre un peu leur terre, ce sera à elles de défendre un peu, ce seraient les premières à devoir lutter contre les problèmes écologiques et quelque part ce travail-là leur revient. Alors je pense qu'on a fait le tour un peu de cette question et je pense que la plupart des gens sont assez d'accord pour dire que il ne s'agit pas d'un travail des femmes, mais ça me semblait quand même nécessaire de refaire entre nous cette distinction-là, puisque toi, tu expliques quand même qu'il s'agit de femmes dans ce cas-là. Voilà. Donc, si tu peux nous expliquer comment peut-être c'est vécu aussi, est-ce que, par exemple, dans les pays du Sud, ça paraît plus évident que ce travail-là soit celui des femmes ou pas ? Alors, parce qu'encore une fois, dans l'environnement et la défense de l'environnement, de la nature, de ce qu'on veut, il y a tellement de choses possibles. Il y a les déchets, il y a les pesticides, il y a le nucléaire, il y a les transports, les énergies, la terre, la sécheresse, l'inondation, enfin tout. Mais un truc très concret, et en fait, j'ai cité 2 femmes qui ont lutté par rapport à des questions de fleuves et donc d'eau, c'est que tout simplement, dans beaucoup d'endroits, les femmes, elles sont chargées de faire la vaisselle, de faire la lessive, de donner à boire et de cuisiner. Donc, s'il y a d'eau ou si l'eau est devenue complètement polluée, c'est elle qui doit se débrouiller, faire 12 km de plus. Et l'eau, en plus, il faut la trimballer. Voilà. En plus, si elle est pleine de pesticides, si on ne peut pas la boire, si les enfants tombent malades, c'est de nouveau elle, ou les gens en général tombent malades, c'est de nouveau elle qui doivent les soigner. Et puis, la lessive, le linge mouillé, quand il faut le trimballer d'un bout à l'autre, ou alors quand il faut attendre qu'il sèche à la rivière qui est à 15 km. Voilà, de manière complètement immédiate, c'est les premières affectées très souvent. Et ça ne veut pas dire que c'est elles seules qui doivent résoudre le problème, mais la situation, c'est qu'elles sont directement confrontées. En plus du fait que peut-être, elles ont des liens spirituels, comme d'ailleurs les hommes, peut-être pas exactement les mêmes, mais bon, elles ont peut-être des liens spirituels avec la rivière, avec l'eau, avec ceci, avec cela, mais tout simplement, quoi, directement. S'il n'y a plus de forêt, c'est elles qui ne trouvent plus de bois pour cuisiner, et ainsi de suite. Voilà. Merci. Isabelle, je ne sais pas si toi tu voulais éclaircir un peu ce débat ou pas. Éclaircir, je ne sais pas, parce que on est face à un fait que l'un des l'un des rejetons du féminisme a été ce qu'on a appelé l'écoféminisme. C'est un fait historique.
On ne va pas chercher des justifications pour dire ça devait être des femmes. Ici, il y a des justifications très concrètes, mais elles ne valent pas pour les Anglaises ou les Américaines directement. Par contre, donc, l'idée, ce serait plutôt, et il y en a beaucoup qui disent, quand il est question du massacre de la terre, du ravage des lieux, de la pollution des eaux, etc., on devrait plutôt inverser la question. Et les hommes, alors pourquoi c'est nous qui devons le faire? Il se fait effectivement que, je crois, peut-être que d'ailleurs, cette relation entre féminisme et éco va s'atténuer. Mais ce sera parce que, justement, plutôt parce que les hommes auront, comme c'est le cas dans certains lieux, les hommes se diront écoféministes. Et d'ailleurs, les hommes se diront féministes. Les hommes se rendront compte que c'est aussi leur vie qui est en jeu dans la lutte, pour la capacité des femmes à comment dirais-je, comment on va dire, disons, à faire de leur vie quelque chose qui compte. Donc, parce que moi, j'ai trouvé toujours, et je crois que c'est un des points avec lesquels j'étais prête à être écoféministe, c'est que j'ai toujours trouvé que la vie des hommes était triste aussi. Évidemment, ils étaient du côté du manche, mais que d'inquiétude, d'agressivité, tournant en rond, etc. Je trouve que j'ai jamais eu envie d'être un homme, quoi. J'ai toujours trouvé dans les lieux féministes que j'ai fréquentés, sauf en France, où on se dispute, mais en Europe plutôt du Nord, rire ensemble, c'est une telle libération. Le rire entre femmes est une telle libération, est une joie véritablement que je peux pas envier les hommes pour le moment. Un jour, ils sauront rire aussi, on peut espérer. Et donc, je crois que, mais je crois très, très, très sérieusement de ce point de vue-là, je crois qu'un des signes du fait que les choses de ce point changent, c'est que de plus en plus on comprend la différence entre militance et activisme. Je crois que la militance, c'est la mobilisation pour une cause. Et qui dit mobilisation dit armée en route, en ordre de route. Ça veut dire l'insensibilité à ce qui pourrait pousser à trahir. C'est vraiment la vertu mâle par excellence. Tu doutes, tu es un traître. C'est la matrice de tas de récits. Ceux qui doutent sont des déchus, risquent la déchéance. La femme est traîtresse. La femme est toujours celle qui peut inspirer des doutes. Donc, dans la militance, il y a quelque chose de l'ordre de très viril. Se rendre insensible à ce qui peut compliquer la tâche. Et les femmes, de ce point de vue-là, ont une tradition d'emmerdeuse. Bénie soit-elle. Or, les activistes, c'est pas pareil. Enfin, là, ce que les activistes font, que ce soit des activistes dans les pays ex-colonisés ou des activistes dans nos pays, ils essayent d'apprendre autre chose. Ils essayent, ça s'appelle la convergence des luttes, c'est pas aussi facile, etc. Mais ils essayent d'apprendre, et là, les femmes sont à leur place. Quand on voit un groupe activiste, on voit des femmes fortes et des femmes qui n'ont pas peur de leur force et qui ne font pas peur parce qu'elles sont fortes. Donc je crois que c'est peut-être cette tradition moderne du progrès qui a fait la militance, puisque être militant, c'est pour le progrès, pour le progrès du genre humain, voyons,
Je crois que ce devenir activiste est un devenir de notre époque. Il date du... on le voit arriver avec l'affaire des OGM notamment. C'est des activistes, c'est pas des militants. Il n'y a pas la cause, il y a solidarité entre des causes multiples et apprentissage les uns des autres. Je crois que c'est très important et que ça peut rejouer à la fois le rapport entre féminisme et écologie politique. Finalement, le féminisme, la deuxième vague du féminisme, s'est créée notamment parce que les femmes se sentaient exclues de quoi? Des mouvements militants. C'est dans les mouvements militants avant tout qu'elles faisaient le café, la vaisselle. Hein? Donc c'est contre la militance, avec toute sa dimension viriloïde, que le féminisme est né aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Plus d'autres choses, hein, comme le droit à l'avortement et tout le bazar. Mais il y a eu cette autonomie des luttes des femmes par rapport à quoi? À une forme particulière qui s'appelle la militance. Ok, merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais Jules, je voulais déjà te remercier en tout cas d'avoir élargi aussi la question de la nature, parce que je pense que c'est assez essentiel dans le débat. De loin, quand on regarde un peu l'écoféminisme, on pourrait croire que c'est des femmes qui ne s'intéressent qu'à la question de l'environnementalisme, et évidemment ce n'est pas du tout ça, et c'est particulièrement, je pense, visible au sud, en effet, où la plupart du temps, à part, bon oui, le mouvement Chipko, c'était des femmes qui embrassaient des arbres, et c'est vrai que le début, l'histoire de l'écoféminisme a probablement été associée plutôt à la question de la forêt, mais enfin, c'était essentiel pour moi que tu sois là aussi pour nous montrer qu'en fait l'écoféminisme, ce n'est pas que ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça, et ça peut traiter de la question des mines, enfin de manière générale, en effet, plus de l'exploitation, on pourrait dire capitaliste en général, et de toutes ses conséquences, et donc de tout ce que ça peut faire à notre environnement au sens milieu plutôt que nature, quoi. Et donc voilà, vraiment merci. Merci d'avoir en fait apporté ce regard-là. Peut-être que pour les gens qui nous regardaient au début, ça pouvait être déstabilisant parce que j'imagine que certains s'attendaient à ce que l'écoféminisme soit forcément associé à des choses plus caricaturales, j'ai envie de dire, quoi. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que il y a écologie dedans, et l'écologie, c'est les sciences du milieu. Il y a la pollution dans l'écologie, il y a tout ça. Pourquoi on oublie écologie et on dit quoi naturo? Non, mais donc c'est nature. Il y a une différence entre la nature et l'écologie. Bien sûr, c'est l'enjeu. Oui. Mais c'est parce que la plupart du temps, quand on définit l'écoféminisme, on parle de la nature, mais en réalité, en effet, c'est l'écologie au sens. Et le désastre écologique. Oui. Voilà, et la pollution, etc. Et je vais redire encore un mot, c'est-à-dire vraiment pour moi, il y a une dimension très très importante de critique du système militaro-industriel, ou bien plus exactement du complexe militaro-industriel tel qu'analysé notamment par une féministe aujourd'hui centenaire que je salue, même si je ne pense pas qu'elle puisse nous écouter vraiment, qui est Andrée Michel, qui a vraiment, elle est aussi pionnière de la réflexion et des études sur la migration, et la migration des Algériens notamment, et elle a participé aussi au processus de décolonisation et tout ça. Mais voilà, le complexe militaro-industriel, c'est le plus gros consommateur de ressources et le plus gros pollueur à l'échelle internationale. Et donc, complexe militaro-industriel, ça veut dire la pétrochimie, l'industrie automobile, l'aérospatiale, machin. Ça veut dire les armées. Donc ça veut dire l'armée française, l'armée états-unienne, probablement l'armée israélienne, l'armée probablement russe, chinoise. Voilà. C'est ces institutions-là qui, entre autres choses très problématiques qu'elles font, consomment les ressources. Je veux dire, le lithium, il sert à quoi? Il y a le lithium de ma trottinette et tout. J'ai pas de trottinette, bien sûr, mais il y a le lithium des chars, des missiles, enfin voilà.
je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, et surtout en tant que Française, puisque la situation de la France dans le monde et la richesse, entre guillemets, de la France aujourd'hui et par le passé repose là-dessus. Et l'organisation productive, des transports, de la consommation d'énergie, tout ça, c'est lié à ce complexe militaro-industriel. Donc vraiment, ça, je voulais insister. Et quand même, l'autre chose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je voudrais juste au moins rappeler qu'il y a beaucoup de luttes très importantes aussi contre le racisme environnemental, et qui sont des luttes aussi écoféministes souvent, parce que très souvent, elles sont portées par des femmes, parce qu'il y a aussi justement ce qu'on a dit, les déchets, où sont jetés les déchets, où sont les usines les plus polluantes. Elles sont près des zones où les gens du voyage, les Roms, etc., sont obligés de camper. Elles sont dans les quartiers hispaniques, les quartiers noirs aux États-Unis. Elles sont à côté des banlieues, c'est Saint-Denis autour de Paris. Enfin voilà, c'est là aussi. Enfin, ça aussi, c'est une dimension très importante des questions environnementales et des luttes. Ce sont des gens, et tout particulièrement des femmes, dont les enfants sont malades, meurent, ont des cancers, etc., à cause du fait que les déchets de toute cette consommation effrénée et souvent absurde, produite notamment parce que le capitaliste il a besoin de vendre sans cesse ses marchandises, ces déchets ils sont jetés ensuite sous le nez, à la figure ou sur la tête des gens qui sont à la fois en général racisés et prolétarisés. Voilà. Merci. Et donc, Isabelle, je voulais aussi évidemment te remercier d'avoir été là. Moi, je trouve que grâce à toi, en fait, on a pu voir aussi à quel point tu as participé aussi à la naissance de de ce qui ne s'appelait pas l'écoféminisme. Tu l'as dit plusieurs fois, en fait. Hein. Il y a eu toutes ces luttes, en fait, qui ne s'appelaient pas de l'écoféminisme, qu'aujourd'hui, on associe à l'écoféminisme. Et donc, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'en effet, l'écoféminisme, c'est des choses qu'on a associées bien souvent après coup, avec une espèce de grille de lecture, en se disant mais oui, mais en fait ça, et c'est ce qu'on vient de faire aussi avec toi, hein, Jules, puisque on se le disait, elles se disent pas écoféministes. Donc bien souvent, en fait, il y a quand même, en tout cas moi, ma génération, on va dire, qui avons découvert l'écoféminisme avec ce cadre de lecture-là, on a eu l'impression que c'était ça l'écoféminisme, et c'est bien de se rappeler aussi que historiquement, en fait, ces femmes ne se disaient pas écoféministes, et qu'en fait il y a eu une profusion d'actions, de luttes, etc. Et qu'après coup on peut éventuellement les lire comme ça, et que cette lecture est très enrichissante, mais qu'il ne faut pas non plus s'y arrêter. Je pense que voilà, il faut laisser continuer en fait de vivre ces luttes au-delà du cadre qu'on voudrait leur imposer. Sont-elles écoféministes ou pas? Quelque part, c'est intéressant, mais voilà. Il ne faut pas s'arrêter là. Mais donc, merci en tout cas de nous avoir partagé ça. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose. Je crois qu'on est... Quelque part, il y a une espèce de court-circuit qui du coup porte le nom écoféminisme, mais une véritable résonance que Emilia, je crois, dit très bien, entre ce qui a fait et ce qui a donné toute cette espèce de puissance activiste aux luttes des femmes des années 80 et aujourd'hui. C'est justement dépasser la peur. C'est transformer la peur en puissance d'agir collective. Et je trouve que cette puissance d'agir collective, avec la joie dont témoignent ceux qui étaient dans la joie, c'est peut-être cette joie qui est la marque du féminisme dedans. Mmh. La joie des femmes quand elles peuvent retrouver leur puissance ensemble. Mmh. Là, il y a quelque chose qui fait passer de la vie, qui peut-être est plus... dont les hommes ont tout gagné à apprendre. Bon, merci. Jules, plus rien à ajouter? Je pense que cette conclusion a été vraiment très, très bonne. La joie, le plaisir d'être ensemble, et d'être ensemble d'ailleurs avec aussi d'autres animaux non humains, les plantes, les champignons, les bactéries, pas toutes, mais quand même. Enfin voilà, parce que quand même, si dire une chose, c'est-à-dire cette idée que toutes les bactéries et les virus et les nous menacent...
en fait, non, toute une partie ne nous menace pas, ils font partie de nous et ils ne sont pas particulièrement menaçants. Par contre, dans le cadre actuel, en effet, une partie d'entre eux ont été créés comme des adversaires, des ennemis mortels contre lesquels on est soi-disant en guerre, mais ça montre à quel point on est complètement à côté de la plaque, quoi. Voilà, mais on va terminer sur la joie et la connaissance et le plaisir que j'ai eu à être avec vous, et j'espère que les gens qui nous ont écoutés, qui nous écouteront plus tard, auront également du plaisir. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci à vous deux. Voilà, on peut clôturer ici et à une prochaine.